constitution, la nouvelle constitution. Pour un baby, la Guinée, Gabi, Windu, Golujum. Anka, Faso, de Melulo, Sari, Akuda, Sevela. Sala Guinée, Nini, Mobalu, Baitami, Yamodi. Saria Nene, Nadori, la Guinée. La Saria Nene, Toloni, River, Minine. Biringa Muna, Fanny, Saria. Biringa Muna, Fanny, Saria. Biringa Muna, Fanny, Saria. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale, la source officielle des informations en République Guinée. Bienvenue dans votre émission Vers le référendum, une émission qui reçoit pour vous les acteurs de la vie politique et publique. Et pour ce numéro, nous recevons pour vous Dr Sékou Goureyssi Condé, ancien ministre de la République, ancien médiateur de la République. Avec lui, nous allons parler les enjeux de ce référendum constitutionnel que notre pays tend organisé le 21 septembre prochain. David Yombounou, bonsoir. Bonsoir Abakar, bonsoir à tous. Bonsoir monsieur le ministre, monsieur le médiateur de la Bonsoir, République. Monsieur Camara, merci pour l'invitation. La première question avec David Yombounou. Oui, alors monsieur Condé, la Guinée le 21 septembre est appelée aux urnes, le peuple, pour se prononcer sur le projet de nouvelle constitution. Beaucoup des Guinéens ne savent pas c'est quoi la constitution. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu l'explication par rapport à ce que c'est qu'une constitution pour un pays? D'abord, merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Évidemment, on se réjouit Oui. de la possibilité de voter le 21 septembre sur un document fondateur. La Constitution est un document fondateur. D'accord. La Constitution est un patrimoine culturel. Le vote référendaire, le vote constitutionnel, est un acte fondateur consécutif à un événement charnière. La résolution d'un conflit, la fin d'une guerre, une lutte d'indépendance, une transition démocratique, etc. Et la Constitution a un aspect juridique substantiel, mais la Constitution n'est pas que juridique. La Constitution est essentiellement culturelle. Ah bon? La Constitution rappelle l'histoire dans le présent et se projette dans l'avenir. La Constitution, c'est l'ensemble des éléments, des courants de pensée, des matières liées à la vie de la nation, à l'histoire de la nation, aux coutumes, aux traditions et aux mœurs. La Constitution, le référendum n'est pas une campagne politique électorale. Le référendum n'est pas politique. Quand bien même la Constitution à elle-même est politique à partir du moment où les acteurs qui convoquent le référendum sont des acteurs politiques, le président de la République, le gouvernement, le Parlement ou l'Assemblée nationale ou le Conseil national de la transition. C'est pour dire une fois encore aux Guinéens et Guinéennes que nous ne sommes pas en compétition politique. Il ne s'agit pas d'élire une personne contre une personne. Non. Il s'agit de doter la nation d'un document fondamental qui permette aux citoyens de se référer par rapport à leurs droits et par rapport à leurs devoirs. D'accord. Donc c'est un moment historique, important, et ce n'est pas un moment de division, c'est un moment de rassemblement. Alors, moi je rentre dans cette campagne avec un esprit de paix. Ok. Je rentre dans cette campagne avec un esprit d'union nationale. Ok. Et c'est en cela que je porte beaucoup d'énergie et beaucoup d'espoir et je fais appel aux Guinéens et Guinéennes. Ouais, pour nous allons parler accepter tout à l'heure du référendum. On a vu que dans la rédaction de ce projet de nouvelle constitution, il est dit clairement que c'est une constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. Est-ce que vous pouvez donner un peu des explications par rapport à ça? Déjà, à partir du moment où, dans le préambule, toutes les questions liées à la fraternité, D'accord. à l'unité, et la prise en compte de la foi et de la citoyenneté, de l'acceptation mutuelle,
sont prises en compte, et c'est ça, l'idée, c'est ça le soubassement de la Constitution. D'accord. C'est-à-dire montrer aux Guinéens et Guinéennes que la Guinée est une et indivisible. D'accord. Et c'est pourquoi j'ai insisté sur un malentendu qui porte sur le caractère politique. La Constitution n'est pas partisan. La Constitution n'est pas électoraliste. D'accord. La Constitution confère à la nation des outils juridiques, sociologiques et culturels qui lui permettent de jouir de son indépendance, D'accord. de jouir de sa citoyenneté et d'exercer son patriotisme tout à fait librement. Mais il y a un serment derrière, il y a un serment philosophique derrière. Ok. C'est l'acceptation mutuelle. C'est-à-dire que vous êtes liés par quelque chose de commun. Vous êtes liés par quelque chose de fondateur. Oui. Et un détail important, une constitution peut être modifiée. Et les gens ne doivent pas considérer que c'est immuable. C'est un acte fondamental immuable. D'accord. Nous n'avons aucune raison de nous opposer les uns et les autres parce que ce n'est pas personnel. Ok. C'est citoyen. C'est personnel dans le sens de dire je le fais pour telle personne ou contre telle personne. Vous le faites pour vous-même et vous le faites pour l'histoire de votre pays. Monsieur le ministre, cette constitution constitution prend en compte beaucoup des préoccupations de la population à la base. Oui, Abaka. Non, je voudrais juste demander au ministre, parce que la Guinée, notre jeune république, 67 ans seulement, nous avons déjà 6 constitutions. Et pourquoi chaque fois il faut une constitution? Et ce que j'ai dit au début, la constitution est toujours un acte fondateur. D'accord. C'est toujours consécutif à une époque charnière. Nous sortons d'une république, nous sortons d'une situation donnée et nous allons vers une situation donnée avec une vision différente, évidente. Aujourd'hui, la vision économique prime sur la vision politique. La vision culturelle prime sur la vision politique. La vision sociale doit incidemment primer sur la vision politique. Alors, lorsqu'on parle de vision politique ici, on parle de compétition politique. Et moi, j'insiste sur une chose. Nous allons au référendum en tant que citoyens. Nous allons au référendum en tant que citoyens libres et indépendants. Nous allons au référendum parce que nous avons désormais un outil qui nous permet de revendiquer nos droits et d'exercer nos devoirs. Mais c'est basé sur l'entente et l'acceptation mutuelle. Le référendum, même ceux qui votent non, sont pris en considération. C'est-à-dire que nous qui votons oui, nous adhérons à la Constitution, à cette nouvelle Constitution. Ceux qui votent non sont dans leurs droits, c'est parce qu'ils considèrent. Ils auraient pu ne pas voter, mais qu'ils viennent voter quand même. Donc, encore une fois, c'est un tournant majeur et toutes les transitions démocratiques se terminent par un retour à l'ordre constitutionnel qui est consacré par le vote référendaire normal ou par la mise en œuvre et en place d'une nouvelle constitution. Monsieur le ministre, vous avez certainement lu cette constitution. Qu'est-ce qui est de nouveauté qui n'existait pas dans nos précédentes constitutions? Écoutez, je ne veux pas rentrer dans les querelles liées à la candidature individuelle, à la durée du mandat. Ces détails sont certainement importants, mais nous sommes déjà en campagne. C'est-à-dire que nous ne sommes plus dans l'élaboration du texte. Mais j'invite les Guinéens et Guinéennes à considérer que même les nouveautés qui sont incluses dans ce document fondateur sont des nouveautés du moment. Le jour où le législateur ou les parlementaires vont s'installer dans leur rôle, ils vont, avec l'appui du citoyen, naturellement, il y a des propositions de loi, il y a des projets de loi, il y a des propositions de loi. Donc, il ne faudrait pas qu'on imagine que c'est immuable, que c'est fait, que c'est imposé. Il n'y a pas d'élément de liberté plus substantiel, plus important qu'un document constitutionnel. Est-ce que vous avez un appel à la classe politique, par exemple, les acteurs politiques qui peuvent, n'est-ce pas, s'intéresser à cette constitution? Mais bien sûr, moi je suis à la fois acteur politique et acteur de la vie sociale. Je suis le coordinateur du Forum du dialogue citoyen. D'accord. Je veux dire, premièrement, à la classe politique,
ce qui s'est passé jusque maintenant est le résultat d'un échec politique, de l'échec d'un système politique. Le multipartisme ne veut pas dire multiplier le nombre de partis politiques. D'accord. Le multipartisme veut dire s'entendre sur des idées politiques, sur une vision politique. Alors, sur cette constitution précise, je ne vois même pas d'opposition idéologique. D'accord. Je ne vois aucun parti politique qui présente idéologiquement, je dis bien idéologiquement, une divergence fondamentale. Les remarques et les observations sont personnelles et c'est en cela que le dialogue va le résoudre. Donc, la classe politique doit premièrement considérer qu'un référendum constitutionnel n'est pas une campagne électorale. Deuxièmement, que la campagne référendaire n'est pas une campagne partisane. Même le fait de mettre en valeur les partis politiques m'inquiète un peu. Les partis politiques n'ont pas le monopole du référendum, c'est le citoyen qui a... Oui, c'est le peuple. C'est le peuple, c'est le citoyen qui a le monopole et le privilège. Ah, d'accord. Alors, le leader politique intervient en tant que citoyen, pas en tant que... Bon, il est leader d'opinion, mais pas en tant que parti politique. Et ça, c'est mon point de vue. D'accord. Oui, David Diombono. Oui, alors, est-ce que ça veut dire que tout citoyen guinéen aujourd'hui doit obligatoirement se prononcer au projet de nouvelle constitution en disant oui ou tout simplement en disant non? Tout à fait, c'est pertinent et vous avez parfaitement raison. Tout citoyenne a le devoir moral de s'exprimer sur ce document fondateur. Ok. C'est une question d'époque, c'est une chance, une opportunité générationnelle. C'est pour construire la paix et l'entente. C'est pour être d'accord sur une chose. On est musulman, on est chrétien, on est juif, on est bouddhiste, on est animiste. Et ça, cette diversité dans la foi constitue la valeur de la foi. D'accord. Mais la Constitution est une pour une nation. C'est un symbole d'indépendance. C'est un document de souveraineté. C'est une œuvre qui se construit, premièrement, du point de vue de son élaboration, à partir d'une réalité socio-culturelle. Donc, il y a un changement de régime, il y a un changement de système. Il y a une charte qui indique la direction et automatiquement qui recommande la mise en place d'une instance, d'une institution qui va prendre en charge la conception, l'élaboration et le vote, les discussions et le vote du texte référendaire de la nouvelle constitution. Alors, lorsque cette procédure est respectée par le CNT en l'occurrence, il n'y a plus de raison pour nous de dire que nous n'avons pas de projet constitutionnel. Alors, si nous avons un projet constitutionnel, il y a de droit pour un citoyen, vous avez raison, de dire, écoutez, il y a cet aspect qui ne me convient pas, mais tu ne peux pas dire, la Constitution ne me convient pas. Ça n'a aucun sens. Monsieur le ministre, est-ce qu'on peut espérer que cette constitution sera à l'abri, n'est-ce pas, du tripatouillage constitutionnel, dans la mesure où on sait, dès qu'un président est élu, généralement, ils veulent encore remodifier cette nouvelle constitution pour s'éterniser au pouvoir. Est-ce que écoutez, la constitution est modifiable. D'accord. Et ceci est de droit. Et comme je dis, dans l'esprit même, dans l'histoire même de la constitution, c'est un peu l'unicité de la pensée. C'est là où on parle de majorité. C'est là où on parle de consensus. Alors, si cette constitution est votée, et j'espère qu'il sera voté, et je le vote moi-même, je suis dans le cadre de oui, pour des raisons légitimes et évidentes. Le pays a besoin de se doter d'une nouvelle vision et de s'assumer souverainement dans un rêve d'entente, dans un rêve de paix, dans un rêve de réconciliation. À partir du moment où la Constitution sera votée, il appartiendra au gouvernement de la République, aux acteurs sociopolitiques, de se retrouver dans le cadre d'un dialogue élargi et inclusif pour dire, écoutez, sous l'égide du ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation, pour fixer les échéances des prochaines élections. Alors, voilà les premières étapes. À partir de ce moment-là, si l'Assemblée nationale,
partir du moment où l'Assemblée nationale est mise en place, les discussions peuvent commencer et les modifications seront possibles. Mais démocratiquement, notre rêve, c'est la stabilité, c'est la continuité, c'est la souveraineté, c'est le dialogue permanent, l'acceptation mutuelle et le développement durable. Ok. Est-ce que la valeur d'une constitution dans un pays se mesure par le taux de participation de la population à son adoption ou à son rejet? C'est une question pertinente. C'est une question de majorité. Ok. Il y a des majorités courtes, il y a des majorités écrasantes. Ok. Et dans le cas d'espèce, nous sommes pour une large majorité. Vous savez, l'entente est primordiale dans une famille. Même dans un corps humain, l'harmonie est souhaitée. D'accord. Je ne souhaite pas, et je ne vois aucune raison aujourd'hui, à partir de mon expérience politique et personnelle, aucune raison aujourd'hui que les Guinéens s'opposent à cette constitution. D'accord. Il y a des éléments de discussion qui pourraient continuer. Ok. Quand on discute sur 5 ans, quand on discute sur 7 ans, quand on discute... puisqu'on ne discute pas sur Dieu, son pouvoir et sa toute-puissance, mais là, on s'entend là-dessus. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Il y a même une courte majorité peut faire la différence, et c'est ça la démocratie. Mais le souhait le plus ardent est que le consensus, le maximum d'adhésion puisse démontrer que cette constitution, le vote pour cette constitution n'est pas pour une personne, c'est pour la nation. Et à partir du moment où le pays sera doté d'une constitution, les débats politiques, parlementaires, économiques et sociaux pourraient commencer. D'accord. Est-ce que cette constitution est la preuve de l'engagement des autorités pour un retour à l'ordre constitutionnel? Oui, tout à fait. Tout à fait. Le vote référendaire marque fondamentalement le retour à l'ordre constitutionnel. Et quelle est votre réaction aujourd'hui par rapport à ce que certains acteurs politiques, certains à l'intérieur ou d'autres à l'extérieur, disent que c'est une constitution faite sur mesure? Votre réaction là-dessus? La mesure de qui? Des dirigeants actuels, naturellement. C'est comme ça qu'ils pensent. Écoutez, aucune constitution ne se fait en dehors d'une vision. Aucune constitution ne tombe de quelque part. Une constitution répond à des préoccupations, à une vision et à un contexte. D'accord. C'est-à-dire qu'on tient compte d'abord de l'histoire. Donc, l'histoire récente, à mon avis, a montré que l'action politique, les querelles politiques, les discussions politiques ont pesé sur tout le reste. D'accord. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la classe politique a 2 rôles à jouer. Ok. D'abord, son autogestion, premièrement. Deuxièmement, sortir du grand nombre de partis politiques pour se retrouver en 2, 3, 4, 5 et s'entendre, montrer aux Guinéens que nous devons nous entendre. Troisièmement, est-ce que la classe politique, est-ce qu'un acteur politique est un acteur de paix? Oui, ça c'est très important. Il y a un chef religieux qui m'a posé la question, puisque je suis dans la campagne de sensibilisation sur la citoyenneté et la paix, est-ce qu'un acteur politique peut faire la paix? Mais bien sûr, l'engagement politique est un engagement citoyen et patriotique. Et un engagement pour faire effectivement la paix. Donc, ceux qui ne sont pas d'accord avec le contenu ou une partie du contenu ont un droit. Ils doivent s'exprimer. D'accord. Mais notre souhait est que cette constitution soit une base d'entente. Ok. Et qu'il y ait la réconciliation, le pardon derrière. Et lorsqu'on parle de pardon, c'est celui qui a les pouvoirs qui doit organiser le pardon et qui doit pardonner. Je le souhaite vivement. Ok, d'accord. Alors, certes, on ne rentre pas dans les détails de la Constitution, mais David, il y a quand même des institutions d'appui à la gouvernance, comme Sénat et puis 2 chambres à l'Assemblée nationale, c'est ça? Oui. Autre innovation, docteur, est-ce que vous pensez que c'est une main tendue pour que tout le monde se retrouve dans le plateau du commandement? Oui. D'accord. Moi, j'étais secrétaire général du Conseil national de la transition en 2010. Ok. La mise en place de la 2e chambre était une aspiration, partagée par beaucoup de conseillers. Ok. Mais, encore une fois, c'est le contexte qui gère. Le législateur
tient compte de l'environnement socio-culturel, de l'environnement économique, de l'environnement géostratégique et du contexte historique, de l'évolution historique. Ouais. Alors, aujourd'hui, si nous avons la possibilité d'avoir 2 chambres, et d'avoir des chambres de surveillance et de contrôle constitutionnel, d'audit économique, d'accompagnement des collectivités et territoriales et d'autres attributions et délégations, j'ai lu et relu, je pense que cette constitution peut nous permettre de discuter. C'est de cela qu'il s'agit. Cette constitution peut nous permettre de faire valoir, même si nous n'avons pas été associés à la rédaction, à une rédaction, mais en tant que citoyens, nous avons pris le temps de lire et de relire, et vous allez remarquer que ceux qui semblent ne pas partager le tout ou en partie aujourd'hui étaient ceux qui étaient encore plus enthousiastes au début. D'accord. Nous qui étions certainement un peu timorés au début, nous sommes plus optimistes aujourd'hui. C'est parce que nous avons pris le temps d'observer, d'évaluer et de comparer dans la sous-région la direction que prend notre pays par rapport aux autres pays de la sous-région. Et nous avons dit, accompagnons le système qui est en train de se mettre en place, de se construire, apportons notre pierre, notre modeste expérience, et on le fait pour l'histoire. D'accord. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que la transition dans laquelle la Guinée est rentrée le 5 septembre 2021 est le résultat de l'échec des politiques. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le rôle des acteurs politiques devrait être de contribuer à ce qu'on sorte de cette transition que de dire que c'est une constitution taillée sur mesure? Oui, tout à fait. Moi, je pense, encore une fois, que historiquement, c'est même contemporain. Ok. En 2007, le mouvement des partis politiques et de la société civile dans la sous-région, pas seulement en Guinée, dans la sous-région, a permis des révolutions. Oui. En Guinée, en l'espèce, après les accords de Ouaga en février 2010, au mois de mars 2010, nous avons procédé à la mise en place des organes de la transition. Le gouvernement de la transition, le Conseil national de la transition et le président de la transition. 8 mois après, le 21 décembre 2010, le nouveau président maintenant de la République, issu de la Constitution, notre Constitution à l'époque, donc a été élu, a prêté serment. Oui. Mais le gouvernement de la transition de 2010 était un gouvernement politique et société civile. Un gouvernement majoritairement de partis politiques et de société civile. Tout à fait. Le président qui en est issu était un président politique. Tout à fait. Le président Alpha Condé. Est-ce que nous avons eu la paix? Est-ce que les querelles interethniques ont cessé? On n'a pas de facto enterré la hache de guerre. Voilà. Donc, incidemment, ce sont les conséquences des mésententes, des malentendus, de l'inacceptation des uns et des autres, et le manque de bonne lecture. Mais 350 partis politiques avec récépissé ou agrément, machin, on appelle ça dans les autres pays les partis satellites. C'est-à-dire vous avez le papier, vous n'avez pas de base électorale. Mais dès qu'on dit parti politique, vous venez tous. Corrigeons ça pour les générations à venir. D'accord. Aujourd'hui, pour avoir pratiqué chacun des acteurs politiques, je puis vous garantir une chose. Je ne vois aucune opposition idéologique à cette nouvelle constitution-là. D'accord. Les revendications et les réserves personnelles peuvent être diluées, peuvent être résolues, peuvent être traitées dans le cadre d'un dialogue permanent et inclusif. D'accord. Et cela demande du temps, un peu de temps. Cela demande des garanties de part et d'autre. Il nous appartient, acteurs politiques, de construire ces garanties, de faire des propositions, ne pas désespérer et ne pas faire désespérer les populations. Est-ce qu'en vous entendant parler de divergences idéologiques de la Constitution, vous faites allusion aux alliances des partis politiques pour réduire un peu le nombre, ou bien vous parlez de bipartisme? Les divergences idéologiques portent sur le régime. D'accord.
nous étions pour un régime parlementaire. Mais le régime présidentiel s'annonce, nous l'accompagnons. D'accord. C'est le rôle du citoyen de faire ses propositions, de faire des propositions à haute voix ou par écrit. Mais le réalisme veut que vous comparez ce qui se passe dans votre pays avec ce qui se passe dans les autres pays, premièrement. Oui. Et substantiellement, il y a un esprit de sacrifice. Tout n'est pas bon, tout ne peut pas être bon en même temps. Ouais. Alors, prenons ce qui n'a pas été bon et essayons de le convertir ensemble. D'accord. Considérons ce qui est bon et essayons de le renforcer. Alors, lorsque je parle d'idéologique, on ne dit pas, puisque c'est capitaliste, on n'est pas d'accord, puisque c'est libéral, on n'est pas d'accord, puisque c'est communiste, on n'est pas d'accord. Personne n'a entendu ça dans les discours. Non. Et c'est ça qui est important. Personne n'a signalé cette divergence idéologique. Alors, les revendications portent certainement sur la formulation des articles, sur l'oubli de notre aspect, mais tout cela est corrigé, est autorisé à être corrigé par justement le régime dans lequel on va s'inscrire prochainement. Moi, je souhaite la paix pour la Guinée. Moi, je sais que les Guinéens peuvent s'entendre, parce que je suis convaincu que la Guinée, Dieu a donné la Guinée d'une telle richesse, d'une telle capacité, d'une telle énergie, et sur tous les plans. Et il ne reste qu'aux Guinéens de s'entendre et de s'accepter. Le pardon et la réconciliation, c'est vrai qu'on n'a pas insisté particulièrement dans le préambule, mais c'est le soubassement du développement économique durable, la réconciliation. D'accord. Alors, tout à l'heure, vous avez dit, il y a des Guinéens qui vont voter oui et d'autres qui vont choisir le non. Et le plus souvent, on le voit en Guinée, des fois on estampille les gens parce que le vote est secret. On ne sait pas ce que Yambouno va mettre dans l'urne, on ne sait pas ce que M. Condé va mettre dans l'urne, mais les gens se font des idées. Est-ce que, pour, par exemple, quelqu'un qui aurait la prétention de choisir le non, est-ce qu'on doit le regarder de façon condescendante? Non, pas du tout. Chacun vote en âme et conscience. D'accord. Chacun votera en âme et conscience, et c'est cela qui fait la valeur de la campagne de vulgarisation, de sensibilisation et d'explication. Ce que nous avons fait au niveau du forum du dialogue citoyen, c'est d'amener les Guinéens et les Guinéennes à se retrouver de temps en temps, comme on se retrouve dans l'église, à l'église, comme on se retrouve dans la mosquée, qu'on se retrouve aussi en tant que citoyen à un moment donné pour dire, au-delà de nos divergences et de nos divisions, il y a quelque chose qui nous unit, c'est la patrie. Alors, le jour du vote, chacun doit attacher un point d'honneur à sa dignité citoyenne. D'accord. Et venir voter en âme et conscience. On est libre de voter, on n'est pas libre de s'aligner. Moi, je vote le oui par conviction, par évaluation et par vision. D'accord. Je veux la stabilité et la paix dans mon pays. Je veux contribuer à la construction d'un avenir meilleur pour nos enfants et nos petits-enfants. Et je ne vois pas de divergence fondamentale aujourd'hui qui nous empêcherait de dire oui ici, parce que le moment de dire, de compétir, viendra au moment des élections. Il y en a 3 ou 4 même. Donc, on en a suffisamment de matière à discussion et qu'il y a une raison pour laquelle il y a un soubassement commun, un acte fondateur et fondamental autour duquel celui qui vote oui a le droit, il adhère. Celui qui vote non a le droit, il considère. Oui. Donc, les uns et les autres ont fait un acte et un devoir citoyen. Ok. Monsieur le ministre, vous parlez de la paix, mais à un moment donné, il y a rupture de dialogue. Est-ce que cette nouvelle constitution prévoit cela? Généralement, c'est ces frustrations qui amènent, n'est-ce pas, à la violence et tant d'autres phénomènes politiques. Est-ce qu'aujourd'hui, cette constitution garantit le dialogue entre Guinéens, comme vous le dites? Oui, tout à fait. Je pense que les préambules sont clairs là-dessus. L'esprit de fraternité et d'écoute et d'entente. Mais ceci dit, le dialogue est une question de volonté personnelle. Il est évident que l'État, en tant que régulateur, porte le dialogue. Et il est important que les acteurs concernés, que le dialogue ne soit pas inclusivement politique. Qu'on ne dise pas, il faut le dialogue politique. Il y a d'abord le dialogue citoyen, en tant que Guinéen. Et là, c'est fondamental. Et ça, c'est essentiel.
Ensuite, il y a le dialogue politique, quand il y a un conflit politique, quand il y a une échéance politique, ou lorsqu'il y a un schéma qui commande que les partis politiques viennent discuter. Pas forcément obligatoirement pour s'entendre, mais pour se comprendre. Les acteurs qui sont en compétition, on ne peut pas leur dire entendez-vous, on dit comprenez-vous. Ayez espacement une base d'entente. Et ça, c'est d'abord essentiel. La deuxième chose qui est essentielle, il faut dépolitiser la question du dialogue pour instaurer le dialogue permanent. Et moi, je crois encore une fois que dans cette nouvelle vision de la société guinéenne, et compte tenu même de ce qui s'est passé de 2021 à nos jours, nous avons suffisamment d'expérience et de matière pour construire, sur la base de la bonne volonté, un avenir meilleur pour la Guinée. Lorsque je compare, moi j'étais dans les pays du Sahel pendant les 8 dernières années, et je suis fier de mon pays aujourd'hui par rapport à ça. Ici, en Guinée, on continue à dire les partis politiques. Dans certains contextes, on dit on n'en parle même plus. Et il y a beaucoup d'autres choses. Je dis encore une fois, nous avions des questions, nous avions des observations au départ. Aujourd'hui, nous adhérons, et lorsque nous adhérons, nous défendons. Et ce n'est pas une personne que nous défendons, c'est une situation que nous défendons. D'accord. Ce n'est pas un candidat que nous défendons, c'est un document que nous défendons. Et en défendant ce document, c'est un peu l'esprit d'unité nationale retrouvé que nous recherchons pour la stabilité dans ce pays, afin que les Guinéens et Guinéennes puissent profiter de l'immense richesse dont le pays, Dieu a doté. Oui, la Providence nous a donné. Alors, docteur, vous savez bien, la Constitution, après son adoption, ne vaut que par son application sur le terrain. Et la majorité de la population guinéenne est aujourd'hui analphabète. Est-ce que vous souhaiteriez, par exemple, qu'on organise des séances d'explication après son adoption, bien sûr, dans les langues nationales qui désormais sont devenues des langues officielles? En tout cas, dans le projet, c'est clairement dit. C'est un aspect fondateur aussi. Ah bon? C'est-à-dire que lorsque nous montrons la Constitution, c'est bien d'indiquer, c'est un indicateur. Oui. Mais nous devons expliquer ce qu'il y a dedans. Parce que ce n'est écrit, pour le moment, à ce que je sache, dans aucune de nos langues nationales. Il faut une vaste campagne de sensibilisation pour amener les Guinéens et Guinéennes de prendre la Constitution en priorité, de prendre la Constitution en considération comme une référence. La Constitution est aussi un système juridique. C'est-à-dire que la Constitution montre des limites et montre des chantiers sur tous les plans. D'accord. Agricole, pastoral, minier, statistique, médical, éducation. Tous les domaines de la vie de la nation sont abordés ici. Tout à fait. Et tous les statuts et toutes les attributions. Le président de la République, le Premier ministre, le gouvernement, le Parlement, les institutions en général. Oui. Donc, cette classification n'est pas une différenciation. Cette classification est un rappel de cohésion systématique et structurelle. Et moi, je crois qu'effectivement, une vaste campagne d'explication doit suivre. Le débat aujourd'hui peut paraître même ennuyeux, tellement qu'il est essentiel de se focaliser sur le vote référendaire. Pour que, encore une fois, les Guinéens puissent s'entendre sur l'essentiel, sur ce qui nous unit, et considérer que ce qui a été fait de blessant, ce qui a été fait de difficile, peut être pris en compte et reconstruit ensemble en valorisant les garanties. Et l'État répare, le citoyen soutient, et le citoyen doit être fier de sa citoyenneté. Ce qui nous divise, encore une fois, je ne vois pas fondamentalement aujourd'hui ce qui nous divise. J'ai un rêve, c'est que cette nouvelle constitution soit fondatrice des germes de réconciliation et de pardon dans notre pays, sur la base de la vérité, sur la base de l'entente et de l'harmonie. Il ne nous reste que ce petit écart aux Guinéens, il ne reste que l'entente, que l'acceptation. Et puis, vous allez voir le boulevard qui va s'ouvrir devant nous. Les efforts des uns sont pris en compte, les initiatives des uns sont saluées,
n'avons aucune raison de nous opposer systématiquement les uns aux autres. Et c'est en cela que les acteurs politiques ont un rôle essentiel. Absolument, c'est en cela que les acteurs politiques doivent dire « Je ne soutiens pas pour applaudir, je soutiens pour expliquer, pour justifier. Je ne soutiens pas parce que je ne veux pas m'appuyer sur le pouvoir pour exister. Je veux que le pouvoir s'appuie sur moi pour se renforcer. » Okay. Oui, David, je pense que nous sommes vers la fin presque de cette émission. Mais docteur, dans ce document, il y a aussi le principe de séparation de pouvoir. Est-ce que vous avez un mot là-dessus? Parce que généralement, on parle de l'instrumentalisation de la justice dans nos précédentes constitutions. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une garantie? Vous voyez, personne ne peut donner une garantie juridique ou technique sur les suites d'une constitution. Okay. La seule garantie que vous avez, c'est que c'est l'appartenance citoyenne. C'est quelque chose qui vous appartient, que vous devez lire et maîtriser. Pour qu'en cas de dérapage, en cas de dérive, vous soyez en mesure de dire, mais c'est l'article tel qui a dit ça. Et que les institutions, les structures d'accompagnement et de rappel, donc les institutions soient dans leur rôle. Donc, lorsqu'on parle de séparation du pouvoir, on n'est pas en train de parler de querelle de pouvoir, de querelle de place ou de lutte d'intérêt. Lorsqu'on parle de séparation du pouvoir en termes démocratiques et de sociologie politique, on parle de complémentarité structurelle et institutionnelle. Et c'est ce que les Guinéens et Guinéennes doivent renforcer pour montrer l'harmonie, l'amour de notre pays et ne pas se focaliser sur les personnes, sur les individus. Les individus passent, le peuple reste, la nation reste. Tout à fait. Donc aimons-nous les uns les autres, laissons les rancunes et les réserves et soyons positifs surtout. Soyons positifs sur l'avenir et vous verrez que l'énergie positive va amener un meilleur espace. D'accord, peut-être l'avant-dernière question. Beaucoup d'observateurs, en tout cas nationaux, beaucoup de constitutionnalistes guinéens ont dit que les précédentes constitutions, en tout cas en République de Guinée, et peut-être même dans beaucoup de pays francophones en Afrique de l'Ouest, beaucoup de constitutions ont été calquées sur le modèle français. Le fait que la nouvelle constitution vers laquelle nous tendons aujourd'hui soit d'abord l'émanation de l'expression même du peuple, parce qu'on a vu les conseillers nationaux, une fois que le CNT a été mis en place, les conseillers nationaux sont partis vers la population à la base pour recueillir leur population, pour recueillir leur point de vue, leur observation. Après rédaction, on est retourné vers eux pour leur donner encore le contenu, pour voir si ce qu'ils ont dit se retrouve dans la... Est-ce que ce processus-là aujourd'hui est un mobile valable pour les acteurs politiques de s'engager ou se battre pour que cette constitution soit adoptée, parce que ça exprime aujourd'hui l'émanation même de la couche populaire à la base en tout cas? Une constitution est toujours... Cela est beaucoup plus calqué sur nos valeurs que sur les valeurs occidentales. Les constitutions africaines post-indépendance ont été majoritairement, effectivement, calquées sur les constitutions de l'administration coloniale dominante. Ensuite, les premières modifications étaient des modifications qui puisaient leurs ressources sur les conséquences de la guerre froide. Cela demande une évolution. Toute constitution s'appuie sur un contexte historique et sociologique. D'accord. La constitution en Afrique du Sud, post-apartheid, s'est appuyée sur l'apartheid. Tout à fait. Sur les conséquences de l'apartheid. Donc, toute constitution s'appuie sur une situation historique préalable. Oui. Alors, dans le contexte... Il faut partir de quelque chose. Il faut toujours partir de quelque chose, comme vous le dites. Et c'est en cela que la constitution est un patrimoine culturel, comme je l'ai dit. Oui. Alors, dire aujourd'hui que cette constitution est plus proche de nous que toutes les constitutions précédentes, je ne parlerai pas comme ça. Ce que je veux dire, c'est que cette constitution porte des innovations. D'accord. Et que ces innovations-là ont le mérite d'exister et le devoir d'être expliquées en termes de sensibilisation. D'accord. Et que le soubassement de tout ça, c'est l'amour patriotique et l'acceptation mutuelle. Lorsqu'on s'accepte,
nous avons un document qui a été élaboré sur la base d'une procédure de préparation constitutionnelle qu'on ne peut pas contester, qu'on ne peut pas nier. Donc notre devoir, ce n'est pas de regarder est-ce que celle-là est meilleure à l'autre, mais on dit c'est une évolution de notre société vers la prise en compte des préoccupations nouvelles des contextes, dans le contexte géopolitique, géoéconomique, international, et la prise en compte de nos traditions et coutumes. Et cela prend du temps. 60 ans, nous sommes jeunes en termes d'indépendance nationale. Alors, monsieur le ministre, est-ce que vous avez un dernier mot? Parce que nous arrivons pratiquement sur la ligne rouge de cette émission. Je vais vous remercier et remercier le peuple de Guinée pour l'esprit de paix qui règne dans le pays. Et notre principal ennemi, c'est l'ethnocentrisme. Nous devons l'exclure. Notre principal ennemi, c'est le manque de dialogue. Nous devons construire le dialogue. Nous allons aujourd'hui à ce référendum avec un rêve de réconciliation, avec un rêve de pardon, avec un rêve d'acceptation mutuelle, avec un rêve de prospérité. Et cela ne peut pas se faire dans l'exclusion. Personne n'est né ennemi de l'autre. Nous ne devons pas nous regarder en ennemis. Dieu nous a mis dans un espace commun, dans un territoire commun, et nous ne pouvons pas tous être présidents, tous être ambassadeurs, tous être ministres, tous être cultivateurs. C'est l'ensemble de ces éléments constitutifs d'une société qui fait la valeur de la société, à condition bien entendu que nous prenions en compte les valeurs individuelles, les valeurs, et que nous fassions la promotion des acquis et des mérites individuels. Merci et bon référendum. Bon référendum, bon référendum aux Guinéens et Guinéennes. Merci beaucoup. David Mouno. Merci beaucoup, Abakar, c'est un plaisir. Alors, mesdames et messieurs, c'était ça l'essentiel de votre émission vers le référendum. On a reçu pour vous Dr Sékou Grécy Kondé, ancien ministre, ancien médiateur de la République. Vous avez compris l'essentiel de ce numéro. À tous, merci de votre fidélité à la télévision nationale. On se reprend dans nos prochains numéros. Merci beaucoup. Merci.